Bonjour tout le monde. Je voudrais commencer par prendre un moment pour vous remercier d'avoir pris le temps d'interrompre vos activités quotidiennes. Alors ici, Céline Charron, cofondatrice du programme Leader éveillé pour un leadership conscient et éthique. Je suis vraiment heureuse d'être ici avec vous et Christophe Lebuan, qui est un expert en transformation d'entreprise. Au sein de Toscane, il accompagne des dirigeants, des équipes de direction, des organisations dans des processus de transformation profonde afin de libérer les énergies, les talents et les initiatives. Alors, l'agilité est non seulement son métier, mais aussi et surtout une passion pour lui depuis 20 ans. Plus de 20 ans même. Alors, il est aussi co-auteur avec Jacques Santini, qui est son complice et allié, et son dernier livre s'intitule « Vers des organisations vivantes ». Alors, il est également un des 22 intervenants du programme Leader éveillé. On est très, très privilégié de l'avoir dans notre programme. Alors, son travail est tellement important, surtout aujourd'hui, hein. Saviez-vous que la longévité d'une entreprise était en moyenne de 75 ans? C'est passé de 75 à 15 années, à 15 ans, et aujourd'hui, selon les statistiques, une entreprise doit se transformer ou se renouveler aux 7 ans pour survivre. Alors imaginez, les leaders d'aujourd'hui opèrent dans un contexte de changement sans cesse croissant. Vous êtes les GPS du futur de nos organisations. Alors, je vous encourage donc à consulter son dernier livre. Il transmet des outils, des principes, des grilles d'analyse qu'ils ont mis au point au fil des années avec la méthode Toscane. Alors, avec le désir que le dynamisme de vie des personnes et du collectif puisse jaillir davantage. Alors, n'hésitez pas à mettre vos commentaires ou vos questions dans les commentaires pour qu'on puisse les prendre à la fin. Alors, je vais les garder pour la fin et Christophe se fera un plaisir d'y répondre. Alors, sans plus tarder, le voici, Christophe Lebuan. Bonjour, Christophe. Bonjour Céline. Bonjour. Hey, merci d'être là aujourd'hui. Merci d'avoir accepté l'invitation. Écoute, c'est un grand plaisir. Merci de m'accueillir dans ce direct live et auprès du programme Leader éveillé que tu co-portes. Vraiment, tu vois, je suis ravi d'être là avec vous durant cette demi-heure-là. Vraiment. C'est super. Alors, on n'a pas beaucoup de temps, puis il y a tellement de choses à apprendre de toi que je vais plonger dans le vif du sujet. Alors, qu'est-ce qui amène un dirigeant, un leader à vouloir s'engager dans une transformation de son entreprise ou de son organisation? Quel est le déclencheur? Peut-être avant de te donner quelques exemples, je peux juste positionner un peu, c'est qu'au fond, nous, on s'engage à accompagner des transformations culturelles, de la culture, managériale et organisationnelle. Et au fond, l'école de Palo Alto nous apprend qu'il y a deux types de transformation. Il y a une transformation, ce qu'on appelle de type 1, c'est-à-dire qu'on reste dans le même système. C'est-à-dire, les mots-clés sont faire un peu mieux la même chose, progresser, efficience. Et le type 2, c'est un changement de représentation, changement de croyance. Au fond, c'est un changement de changement. Et nous, on s'engage un peu dans ce type de transformation. Alors, au fond, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il y a deux leviers aux transformations. La première, ça ne va pas t'étonner, c'est la souffrance. Quand un dirigeant, un leader ou une organisation souffre, tout d'un coup, ce qu'elle n'était pas prête à faire, elle est prête à le faire. Et il y a un deuxième levier, et je vais revenir sur le premier, c'est tout d'un coup, j'ai un rêve, j'ai une envie, j'ai un désir. Sur le premier levier, qui est le plus souvent celui-là, c'est la souffrance. On nous appelle parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le leader lui-même, dans son équipe, dans son organisation. Le problème, c'est que toi, comme moi, comme les personnes, en fait, les gens n'aiment pas souffrir. Et donc, comme ils n'aiment pas souffrir, les personnes mettent en place des pansements pour ne pas souffrir. Et là, une personne, un leader, met
beaucoup de pansements pour ne pas ressentir cette souffrance qu'il peut avoir. J'en donne quelques-uns. Quelques-uns, trop d'internet, trop travailler, trop de sport. C'est souvent le trop. Ce qui fait que ces trop les empêche de ressentir qu'il y a un malaise pour eux-mêmes. Voilà. Et une entreprise elle-même met en place plein de pansements pour ne pas ressentir qu'elle devrait bouger. J'en donne quelques-uns. C'est qu'au fond, des entreprises où je vois des équipes qui ne s'arrêtent jamais, en fait, toujours dans l'action. Elles sont trop débordées pour oser penser, quoi. C'est aussi des réunions où il y a tellement de PowerPoint, il n'y a aucun temps qui est mis pour créer des espaces pour vraiment des échanges en profondeur. Ou alors on met des objectifs tellement forts, voilà. Et bref, tu connais ça. Et dans ces cas-là, l'entreprise ne ressent plus le malaise, elle ne ressent plus la souffrance. Et donc parfois, il faut commencer par enlever les pansements pour que les gens puissent exprimer qu'il y a vraiment besoin de transformation. Voilà. Et puis l'autre levier, hein, c'est de temps en temps, il y a des leaders qui ont un rêve, qui ont une envie, qui ont un désir que ça change. Il n'y a pas vraiment de souffrance, mais ils ont vraiment envie de quelque chose, un projet qui les porte, qui les anime. Et là, tu vois. Donc voilà, tu vois, la souffrance ressentie. Or, la souffrance ressentie, et souvent, il y a des pansements qui fait que il nous arrive régulièrement, il m'arrive régulièrement de dire, vous souffrez pas assez pour vraiment vous vouloir transformer. Tu vois, donc. Et puis l'autre, un rêve, et là, on essaye de déployer ce rêve pour qu'il soit un vrai bras de levier. Tu vois. Et donc, je peux donner un exemple. Tu vois, hier soir, j'étais en entretien et on était en entretien avec un directeur d'hôpital. Dans un de ses services, il y a un directeur de service qui est un peu égotique, qui est pas collaboratif avec toute son équipe, et c'est un service important. Bon ben voilà, on voit bien que la souffrance commence à être visible parce qu'il y a des turnovers, il y a des directeurs, il y a des médecins qui s'en vont, des soignants qui s'en vont. Bon, ben, le directeur veut s'en occuper. Bon ben voilà, bref, là on sent bien que là tout d'un coup c'est en train d'émerger. Je peux donner un autre exemple, une entreprise dans l'agroalimentaire avec qui on va démarrer. Ben, le leader a bien fait travailler son COMEX, son comité exécutif, son comité de direction, mais vers plus de liberté, vers plus de responsabilité. Mais il s'aperçoit qu'en dessous, les gens ne déclinent pas du tout, en fait. Et il sent peu à peu, l'entreprise n'avance pas comme il sentirait. Il y a eu un bon travail au niveau 1, mais rien en dessous. Bon, bref, je pourrais te donner d'autres exemples, je ne sais pas si ça te parle, tu vois, voilà, c'est d'abord, quel que soit le contexte, que ce soit une ville, une organisme public, une entreprise, allez exprimer, parce que derrière une souffrance, il y a quelque chose qui veut vivre. Hein. Ce n'est pas la souffrance qui nous intéresse. C'est que derrière la souffrance, il y a la vie qui veut s'exprimer. Et donc, quand la souffrance est écoutée, il y a la vie qui veut se dire à travers des aspirations. Ben, c'est ça, en fait, qui fait qu'à un moment donné, il y a un leader qui est prêt à changer pour de vrai. Quoi. Tu vois, nous, on a cette expression, pour de vrai. Tu vois. Pour de vrai, oui. Mais Pour de vrai. je trouve ça intéressant. On parlait aussi tantôt de, de conflits intérieurs chez les leaders. Parce que j'imagine que quand on a des conflits intérieurs chez les leaders, on est un peu en souffrance. Alors, quels sont les plus grands conflits intérieurs qu'un leader peut avoir? Écoute, celui qui me vient le plus, hein, c'est qu'en fait, on rencontre beaucoup de leaders qui expriment, en tout cas par des mots, qu'ils ont envie de faire confiance, qu'ils ont envie de créer des espaces où il y aura la liberté de parole et la responsabilité pour agir. Tu vois, donc ça, c'est une partie d'eux. Et il y a une autre part qu'on voit vraiment tellement souvent, qui est la peur en fait de lâcher prise, qui se manifeste, la peur de lâcher prise, la De peur d'oser, lâcher prise. OK, oui, de oui. lâcher prise, et qui se manifeste par des comportements de contrôle, parfois Mm. même d'emprise, tu vois. Et donc ça, c'est la part qui désire profondément oser la confiance dans l'organisation, oser la confiance dans les personnes, dans les processus, et l'autre part qui a peur de lâcher. Si je lâche prise, si j'ose la confiance, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la performance va être au rendez-vous? Est-ce que les gens vont prendre en charge les sujets, vont se responsabiliser? Moi, vraiment, tu vois, ça fait plus de 20 ans, je travaille, je pense, avec des centaines de leaders. Je vois que ça, c'est le plus gros conflit intérieur que vivent les personnes. Évidemment, une des manifestations, c'est il y a une part d'eux qui veulent écouter et l'autre part qui veulent convaincre. Et donc, je les vois perdus, tu vois, entre est-ce que c'est le moment d'écouter ou est-ce que c'est le moment de dire c'est par là qu'il faut aller, tu vois. Je vois que. Et ça, c'est deux parts-là. Et donc,
au fond, il y a aussi toute notre partie, au fond, nos deux parties, la partie féminine, qui est celle dans l'accueil, l'écoute, la compréhension, et l'autre part qui est plus masculine, dans l'exigence, le droit au but, tu vois. Et ben voilà, toutes ces parts-là qui ont envie de se manifester. Et nous, souvent, enfin, nos enseignements, c'est vivre ce qu'on appelle le et magique, c'est-à-dire laisser toute cette part à la part féminine qui est accueil, écoute, compréhension, empathie, indispensable pour écouter les intuitions du leader, et l'autre part qui va vivre aussi l'exigence, le cadrage, voilà, vivre les deux, voilà, bienveillance et exigence qui sont au cœur du sujet des leaders. Ça nous paraît les conflits intérieurs les plus permanents qu'on voit. Et je pense qu'ils sont en toi aussi, Céline, ils sont en moi, ils sont en nous, ils sont dans notre humanité, mais ils se manifestent parfois très, très, très fortement chez les leaders. Hein. Voilà. Oui, j'ai toujours cru que de motiver ses équipes, son monde, c'est de leur faire confiance, justement. Et Jacques Forêt nous parle d'autonomie. On dirait qu'on éteint la flamme quand on essaie de contrôler, de mettre des processus, etc. Dis-moi, par quoi faut-il commencer? Comment mettre en mouvement un collectif? Là? Par où on commence quand on veut faire une transformation organisationnelle, culturelle? Peut-être la première chose, vue par nous, hein, c'est qu'en fait, la première chose qu'on a à vivre, nous, c'est à créer l'alliance avec le dirigeant. Parce qu'en fait, une transformation culturelle, managériale, organisationnelle, elle va être difficile. Elle va créer des résistances. Il y a des gens qui ne vont pas se sentir bien. La première chose, c'est est-ce que le dirigeant est capable de créer une alliance avec nous? Et ça, c'est pas évident. Parce que je me souviens, il y a quelques mois, il y a une année à peu près, d'un dirigeant qui avait 13 ans. Ils avaient entendu parler de nous, il avait envie de travailler avec nous. En fait, je m'étais rendu compte qu'il avait déjà usé 5 consultants. Et en fait, c'est qu'en fait, cet homme-là, son impossibilité à faire confiance se manifestait avec celui qui allait l'accompagner. Et donc, moi, je vais poser comme cadre, si on démarre ensemble, tu tiens avec nous 1 an, tu ne nous lâches pas en rade. Et en fait, il a appris avec nous ce que c'est faire confiance, y compris quand c'est difficile. Et en fait, évidemment, ça se joue après avec son équipe. La deuxième chose, tu vois, peut-être qui est clé pour nous, c'est qu'en fait, c'est comment faire émerger ce qu'on appelle un bras de levier. C'est-à-dire comment un dirigeant va clarifier la raison d'être et les contraintes du projet qu'il veut porter, le projet de transformation qu'il veut porter. Et ça, des fois, c'est évident. Notamment, une évidence, c'est quand c'est l'urgence. Tu vois, moi, j'ai accompagné de nombreuses entreprises en situation de grande difficulté. Eh ben, il y a des changements que l'entreprise voulait faire depuis des années, elle n'y arrivait pas. Mais dans l'urgence, si ça ne va pas, s'il n'y a plus de cash, ben, voilà, l'urgence, c'est un bras de levier. Mais des fois, il faut des semaines, des mois pour tout d'un coup, le dirigeant soit prêt à incarner, parce qu'en fait, il va devoir incarner ça, un bras de levier qui va le porter devant toutes ses équipes. La raison d'être du transformation, portée par sa tête, par son cœur, par son corps, tu vois, et les contraintes qui vont avec. Donc, première chose, alliance. La deuxième chose, l'aider à définir c'est quoi le projet qu'il porte, quoi, de transformation. C'est quoi son cadre. Et la troisième chose, c'est l'accompagner à développer une sécurité personnelle, parce qu'en fait, s'engager dans un processus de transformation de type 2, ça va tanguer. Il va être remis en question, il y a des résistances qui vont apparaître. Bon, bah, être clair avec lui à quoi il est prêt, à quoi il n'est pas prêt. Quoi. Tu vois. Une fois qu'on a fait un peu ce travail avec ce dirigeant, eh ben, on va l'aider à préparer ce qu'on appelle une dynamique de l'appel. C'est-à-dire qu'en fait, il va devoir rassembler, au fond, d'abord un premier public qui va définir est-ce que c'est son comité exécutif, est-ce que c'est son comité de direction, est-ce que c'est au contraire plus largement, sur laquelle il va leur dire, il va leur poser ce bras de levier en leur disant en gros, voilà, c'est ce que je veux, c'est ce que je veux vivre pour nous, pour notre équipe, pour notre organisation, mais moi tout seul, pas capable, j'ai besoin de vous. Et ça demande d'avoir traversé tout un chemin ou avoir expérimenté en lui-même que la vulnérabilité et l'humilité et la capacité à demander de l'aide va être absolument centrale dans un projet de transformation. Et une fois qu'on a porté à chacun, au fond, la nature de ce projet, et moi j'ai besoin de vous, très vite, ça va être, tiens, mais vous, ça vous fait quoi d'entendre ce projet?
Deuxième étape, c'est l'écoute des ressentis. Ça leur fait quoi? Qu'est-ce qu'ils ressentent? Qu'est-ce qui les met en énergie? Qu'est-ce qui leur fait, qu'est-ce qui leur fait craindre, peur? Est-ce qu'ils ont des questions par rapport à ça? Et donc ça on le vit, ça c'est très concret. C'est une réunion avec une équipe, ça peut être une soirée-journée, et une équipe, ça peut être 10, 20 ou les vécus à 200, tu vois? Et Mmh. cette dynamique de l'appel doit être portée dans toute l'entreprise. Si c'est un groupe qui a plusieurs usines, 5 usines, 10 usines dans le monde, il faut le faire partout en fait. Parce que souvent la transformation va alors sauf si elle est circonscrite à une usine, tu vois? Ou un service ou un département, mais si elle est très globale, il va falloir le porter partout, quoi, hein. C'est-à-dire: «Moi j'ai besoin de vous et d'abord comment qu'est-ce que ça vous fait qu'on s'engage là-dedans? Vos ressentis. Après comment chacun ou pas va y trouver du sens et Mmh. après, comment chacun a envie de se mettre en mouvement». Tu vois? C'est la dynamique clé chez nous, ressenti, sens, mouvement, tu vois? Et donc, voilà, ça c'est le démarrage. Comment ça démarre? C'est souvent comme ça, quoi. Donc, une dynamique de la paix portée partout et pour que chacun puisse exprimer ses ressentis, toucher le sens qu'il peut ressentir pour l'entreprise, pour le service et pour lui-même. Et souvent, il y a des personnes qui veulent se mettre en mouvement derrière. Tu vois? Wow! Je trouve ça vraiment intéressant. On est d'abord dans le pourquoi. Ouais, Pourquoi on veut faire cette transformation-là et exactement. quand on comprend pourquoi, souvent ça nous motive beaucoup plus. Ouais, Il y a ouais, un sens, ouais, derrière c'est ça. et j'aime beaucoup là le ressenti, à partir du ressenti, on y trouve un sens et à partir du sens, on se met en mouvement. Ouais. Et c'est autant l'organisation que personnellement, finalement. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'en fait, je peux trouver un projet intelligent qui fait du sens pour l'organisation, et c'est intéressant, je ne vais pas me mettre en mouvement. En fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'en fait, le sens, il doit devenir personnel, en fait. C'est qu'à un moment donné, en quoi ça fait sens pour moi, tu Mmh. vois? C'est de passer d'un sens intellectuel d'un projet que je trouve intelligent à un sens pour moi. Et en fait, l'énergie vitale de la mise en mouvement est dans le sens. Sauf que j'ai pas assez au sens tout de suite. D'abord, si on met en place un projet, il peut me bousculer. Je peux avoir des craintes, des peurs, tu vois? Et donc, tant que ça va pas être écouté, pris en compte, Mmh. et ben, je vais pas accéder au sens. Sauf que la plupart des dirigeants, ils craignent ce moment-là où je vais demander aux autres: «Vous en pensez quoi et vous ressentez quoi?» La plupart des gens qu'on rencontre, d'habitude, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont préparé 20 ou 30 PowerPoint, tu vois? Des qui vont Mmh. présenter et ils vont dire: «Maintenant, il n'y a pas de questions, on y va». Ils Ouais. ont ils ont oublié que derrière, il y a des personnes qui ont des ressentis. Certains peuvent être mis en mouvement et d'autres ont des craintes. Et tant que je ne vais pas écouter ça, bah, les gens ne vont pas pouvoir vraiment se mettre en mouvement parce qu'ils ne vont pas pouvoir accéder au sens que ça fait pour eux. Et ça, on apprend ça beaucoup, ça, tu vois? Mais ça, c'est tellement important parce que le changement dans une organisation, ça crée beaucoup, beaucoup de résistance, comme tu dis, de Ouais. peur, de alors si on comprend pas pourquoi on fait ça, heu, c'est voué à l'échec, hein, finalement? Oui, bah, c'est là que les résistances, si on court-circuite ça, on va pas comprendre un an après, on va pas comprendre ce que les gens on va peut-être leur poser: «Vous avez des questions?» S'ils voient vraiment qu'il y a pas un espace pour qu'ils puissent exprimer ce qu'ils ressentent, ils vont poser 2 questions, puis après ils vont rentrer dans leur service. Mmh. Et le dirigeant ou le leader, il va pas comprendre pourquoi en fait les choses se font pas. C'est qu'en fait, il y a pas eu cet espace où les gens vont pouvoir ressentir les choses et après sentir la dynamique interne. Les véritables transformations viennent de l'intérieur en fait, hein, de l'intérieur des personnes et d'un collectif. Tu vois? Donc, Ouais, et donc, absolument. il faut passer par là. Et donc parfois c'est chaud. Il faut que le dirigeant soit prêt à entendre des gens qui ont des réserves, ont des gens qui ne comprennent pas. Mais là, on les aide à suivre la courbe du deuil pour aller, tu vois? Pour demain, être prêt à y aller, quoi, tu vois? Mmh. Ça, c'est le démarrage, partout en fait. Dans vraiment toutes les organisations qu'on a accompagnées depuis 20 ans, dans tous les mondes, ça commence comme ça en fait, tu vois? Alors ça, c'est le démarrage, mais après, une fois qu'on sent que le collectif embarque dans Ouais. le chemin,
Concrètement, comment on s'y prend? Est-ce qu'il y a des étapes, importantes, essentielles? Bah, une fois qu'on a fait une vraie dynamique de l'appel, qu'on a créé les conditions pour que les gens puissent se dire parce qu'après, une fois qu'on a fait cette dynamique ressentie sans ce mouvement, il y a qui veut y aller, quoi. Et là, en fait, il y a si les gens se sont vraiment respectés, se sentent libres, il y a des mains qui se lèvent, en fait. Il y a toujours des personnes qui vont s'engager pour, oser des prototypes, pour, dire: «Mais nous, on veut bien tester ça. Nous, on veut bien faire partie d'un groupe de pilotage. Nous, on veut bien aider à diffuser ça». Tu vois? Donc là, il y a quelque chose tout de suite qui se met en route, en fait, la plupart du temps, tu vois, par les OK. personnes. Des groupes de travail qui se lancent et là, c'est parti, en fait. C'est Alors ces parti. personnes-là se sentent en sécurité pour oser. Alors exactement. Tu cites là une des conditions préalables et d'un des rôles du dirigeant, ça va être créer les conditions que les gens se sentent en sécurité pour y aller, quoi. Si moi, je sais pas pour toi, mais moi, si dans un groupe ou dans un collectif, on me demande: «Aidez-moi» et que je me dis: «Mais tiens, mais si je fais quelque chose», bah, évidemment, on risque d'être à côté des fois ou pas être juste, voilà, normal, la vie, quoi. Mais si je me sens pas en sécurité, bah, j'y vais pas, en fait. Et là, si les gens y vont pas, c'est qu'il y a un problème plus profond, c'est qu'en fait, ils ont peur, en fait. Mmh. Ils ont peur. Et là, faut en parler. Faut en parler. Si les gens ont peur, faut en parler. Et donc là, c'est toujours pareil, si le dirigeant n'est pas prêt à ça, et ben, on va pas y aller, quoi. Et donc, en fait, tu donnes bien une des conditions clés, et ça va être un des rôles clés du dirigeant, créer ce champ, cet espace, et ce leader qui va créer la sécurité. La sécurité quoi? De penser déjà les Mmh. choses, d'oser les dire et d'oser les mettre en œuvre, hein. C'est vraiment leur donner le droit de penser, de dire et d'y aller. Et ça, c'est juste énorme quand il y a ça qui est mis, quoi, tu vois? Mais c'est tellement primordial. Comment un leader peut s'y prendre pour mettre en sécurité, ses équipes, son monde? Mmh. Écoute, c'est la clé, en fait, là, hein. C'est la mise en place de Mmh. cette sécurité psychologique, hein, qui a été vraiment, étudiée, hein, comme le critère majeur de performance, en fait. La qualité d'un leader, c'est la capacité à créer la sécurité psychologique dans son environnement. Wow. Et c'est en gros, je ne peux pas, mettre en place la sécurité si moi, j'ai pas trahi ma propre sécurité, tu vois? Mmh. Et donc souvent dans le travail, on va aider les leaders à dire: «Mais sur quoi repose sa sécurité, en fait? Sur quoi elle repose?» Et donc bah, tant qu'ils n'ont pas fait ce boulot, parfois ils ont du mal. D'autres, des fois, c'est naturel. Quand ils sont là, les gens sont en sécurité. Tu sais bien, tu as dû rencontrer déjà des personnes, tout de suite, quand ils sont là, on sent qu'on peut y aller, quoi. Et d'autres: «Je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai peur ou je crains», ou peut-être qu'il y a un climat ou une culture qui n'a pas encore permis ça. Donc notre job, c'est créer progressivement ce climat où les gens vont pouvoir y aller pour de vrai, tu vois? Alors Mmh. c'est pourquoi c'est si important pour un leader de travailler ses ressources intérieures pour que lui se sente paisible, confiant, bienveillant, courageux, pour qu'il puisse transmettre ça à ses équipes. Mais tu vois, le programme que vous développez, vise ça entre autres et c'est absolument majeur, en fait. C'est central parce que tant qu'il y a pas ce chemin qui est fait par les leaders et les dirigeants, ils vont se trouver à un moment donné empêchés par leur conflit intérieur, dont on a parlé tout à l'heure, Mmh. qui fait qu'ils vont vouloir y aller et en fait, ils vont s'arrêter à un moment donné. Tu vois? Parce qu'en fait, il y a des résistances, il y a des choses comme ça va leur renvoyer à leur propre blocage. Donc développer sa sécurité intérieure et c'est un chemin de vie, hein. C'est-à-dire qu'il y a je ne À sais pas qui si le ça te parle, tu dis-tu? vois? Céline, hein. Je peux vraiment le partager pour moi-même. C'est un chemin de vie de développer et d'élargir sa sécurité personnelle pour être capable de faire face à de plus en plus d'insécurité extérieure, tu vois? Et plus je vais vivre ça, plus je vais être capable de créer cet espace-là pour d'autres, en fait. Mmh. Et Mmh. donc tous les programmes, et le vôtre en particulier qui développe ça, ils font œuvre très utile pour les transformations profondes qu'on a à mener dans le monde, tu vois? Qu'elles soient sociétales et transition écologique, transition digitale, transition culturelle ou organisationnelle, tu vois? Mmh. 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 J'aurais envie de te demander ta vision. Quelle est, comment vois-tu les entreprises de demain?
sur le plan humain, sur le plan environnemental, économique. Comment, comment tu vois ça? Mmh. Moi, ce que je vois en France, en tout cas, et un peu en Europe, et sûrement, à mon avis, au Canada et ailleurs, c'est la même chose, hein, c'est que moi, je n'ai pas jamais connu une telle complexité dans les organisations, en fait, et une Mmh. telle accélération de cette complexité, où il y a des enjeux digitaux, sociologiques, je ne sais pas ce que c'est, mais en France, et même en Europe, la relation au travail est en train de changer profondément pour les gens. Évidemment, il y a toutes les nouvelles contraintes des limites planétaires, de prendre soin du vivant, et donc la nécessité de réinventer les business models de demain. Et Oui. puis, je ne sais pas si c'est au Québec pareil, mais aujourd'hui, les gens aujourd'hui ont du mal à recruter. Parce qu'en fait, les jeunes, ils veulent vraiment une entreprise qui a du sens, mais pour de vrai. Tu vois? Et Mmh. donc, il y a tous ces défis-là qui étaient déjà là, un peu. Mais là, il y a une accélération de cette complexité. Et donc, les entreprises, si elles vraiment elles prennent pas ça au sérieux, elles vont être en grand danger. Et donc, c'est comment elles vont développer des business models humains, managériaux, organisationnels, où ils vont être capables de prendre soin profondément de leurs richesses humaines, tu vois, qui va être capable de faire face à cette complexité. Et donc, ça demande des modèles organisationnels très différents, beaucoup moins pyramidaux, beaucoup plus organiques, tu vois, pour être capable de répondre à la complexité. Si mon modèle est dans le compliqué, très, 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 très pyramidal, je ne vais pas pouvoir aller aussi vite que le monde me le demande. Donc, il faut être capable de se réinventer pour être capable de faire face à cette complexité. Et donc, je vois des organisations qui prennent ça très au sérieux, et pour d'autres, c'est très difficile, parce qu'on y revient, ça demande un travail des leaders sur eux-mêmes d'ailleurs, quoi. Mmh. D'abord, tu vois? Oui. D'abord, ça commence par eux, quoi. Tu vois? Est-ce si tu avais une baguette magique, tu en ferais quoi? Ce serait Moi, il y a encore beaucoup d'ego dans notre monde. Notre monde est encore excessivement gouverné par l'ego, et l'ego, c'est très masculin. Je crois que si j'avais une baguette magique, je mettrais beaucoup plus de femmes en situation de responsabilité, partout, et j'aiderais les hommes à développer leur partie féminine de plus en plus, mmh, pour qu'à côté de leur partie, tu vois, masculine, ils soient complétés par la partie, tu vois, d'empathie, d'écoute de ses intuitions, et de prendre en compte le vivant à l'intérieur de l'organisation, à l'extérieur. Donc voilà, je crois que moi, si j'avais une baguette magique, je plus de femmes en situation de responsabilité et plus d'hommes qui ont développé leur partie féminine. Et quand je parle de femmes en situation de responsabilité, de femmes qui vont rester femmes, hein, c'est-à-dire pas qui vont prendre les oui, habits c'est ça. des hommes, parce que je vois parfois des dirigeantes qui ont cru qu'elles devaient diriger comme les hommes. Non, Mmh femmes mh. qui vont garder toute leur partie féminine et évidemment rajouter aussi leur partie masculine. Ce serait ça un peu ma baguette magique, tu vois? Et des femmes et des hommes qui peuvent, faire évoluer leur conscience, hein, Exactement, élargir leur conscience exactement. à l'inclusivité, l'éthique, la bienveillance, oui, Tout ça, tout ça, tout ça, exactement. tout ça pour le bien commun. Exactement, c'est ça, c'est pas tout ce chemin, c'est parfois les gens confondent, ils regardent le travail personnel des dirigeants ou des leaders, ils pensent que c'est un peu nombriliste, mais au contraire, c'est que je ne pourrais pas porter plus loin mon organisation que moi j'ai porté ma conscience et mon propre développement. Donc tout est relié en fait, hein. Et Mmh. donc c'est pour ça que c'est essentiel que les leaders prennent du temps pour se développer, grandir en conscience, mûrir, développer leur champ en fait, hein, personnel, quoi. Mmh. Oui. Mais je pense qu'on est écoute, un grand merci. C'est très, très, très inspirant, Christophe. Je pense que beaucoup ont été, touchés par tes paroles. Heu et je ne sais pas s'il y a des questions. Non, il y a pas de questions. Mon Dieu, tu as été très clair. Il y a pas de questions, Christophe. Alors moi, j'aimerais prendre quelques minutes pour vous parler de la Bien sûr. prochaine, rencontre. On a une prochaine rencontre live qui sera, mardi le 7 février
avec Mathieu Lippé, qui est un slammer et qui va nous parler de motivation, avec Yves Le Bihan, qui est chroniqueur vedette de Business Harvard Review France, et Jean-Paul Richard, coach olympien, qui a mené son équipe au podium. Alors, la croyance du programme Leader éveillé est que nous avons, on le dit, tous et toutes les ressources intérieures pour s'épanouir. Il suffit d'être motivé et d'être engagé et de comprendre notre pourquoi, notre sens. Et le programme Leader éveillé veut contribuer au bien-être des leaders, à l'émergence de leaders inspirants, forts en conscience et en éthique. Et pour, tu seras d'accord avec ça, pour des organisations humaines et vivantes. Hein? Alors, si vous êtes prêt à développer davantage votre leadership dans ce sens, eh bien, le programme Leader éveillé est pour vous. Vous pouvez écouter les témoignages de participants pour vous et en faire votre idée. Il y a des participants, c'est très touchant, les participants, ce qu'ils disent du programme. Ils ont été interviewés juste à mi-programme. Alors, imagine, ils ne t'ont pas entendu encore, Christophe. Alors, les inscriptions sont ouvertes. Il reste quelques semaines avant la fin. Alors, j'aurais peut-être une dernière question, Christophe. Pour toi, quelle est l'importance de la présence attentive, de la conscience et de l'éthique pour un dirigeant, pour ses équipes, pour son organisation? Tu sais, on parle beaucoup de mindfulness, de pleine conscience, de présence attentive. Pourquoi, pour toi, comment est-ce important? Écoute, c'est assez majeur pour nous, c'est un de nos déclics qu'on a, c'est qu'en fait, nous sommes aperçus qu'en fait, que les gens pouvaient être là, mais sans être là, en fait. Je peux être présent, mais absent, en fait. Je suis dans mes élastiques du passé et mon programme du futur. Mais je ne suis pas là. Je me suis aperçu, moi, à une époque, avec une de mes filles, à un moment donné, que je lui lisais des histoires le soir, mais que je n'étais pas présent, en fait, à elle. J'étais encore à toute ma journée. Tu vois, ça a été un choc de ne pas être présent. Et donc, l'enjeu pour un leader, mais pour chacun, hein, c'est de développer sa qualité de présence, c'est-à-dire présent, quoi. C'est-à-dire pouvoir habiter sa tête, son mental, son cœur, son corps, son être. Voilà, c'est un enjeu permanent pour nous de développer notre capacité de présence. Évidemment, il y a des stratégies pour ça, pour développer ça, la mindfulness, il y a des programmes pour ça, tu vois, mais donc bienvenue à tous ces programmes et tout ce qui sera encore inventé pour développer sa qualité de présence. Hein. Ouais. Et je pense que quand on a une qualité de présence avec l'autre, c'est là qu'on le met aussi en sécurité. Complètement. Je partage complètement. Alors, quel conseil donnerais-tu à un leader qui voudrait avoir un impact positif sur le monde? Grosse question, puis on termine là après ça. Moi, je crois, hein, c'est un peu aussi ce qu'on s'est dit, hein, c'est qu'il faut commencer par soi, en fait. C'est-à-dire que... Et donc, c'est Stephen Covey hein, qui dit « pas de victoire extérieure sans victoire intérieure ». Et donc, d'abord une victoire intérieure, c'est-à-dire travailler sur mes ressources, sur mon élan de vie, sur ce qui peut le bloquer, sur mes représentations, mes croyances, mon rapport au pouvoir, à l'ego, enfin tout ce chemin en fait, hein, qui fait qu'à un moment donné, mon élan de vie va vouloir s'incarner et devenir de plus en plus puissant dans le monde extérieur. Et donc, commencer par ça, mon intériorité. Ça me semble un bon démarrage. Merci, Christophe. Merci énormément de prendre ton précieux temps pour nous. Puis merci aussi parce que je pense qu'on t'as parlé à beaucoup de leaders aujourd'hui qui vont être touchés puis qui vont peut-être faire une différence dans, demain ou après-demain. Alors, un grand, grand, grand merci. Et est-ce qu'il y a un dernier mot que tu veux nous dire, Christophe? Non, gratitude pour toi et pour vous et pour le programme que vous menez. Moi, je suis ravi d'être là à tes côtés, à vos côtés, durant ce programme qui participe de cette montée en conscience. Merci en tout cas, Céline. Merci. Oui, on est dans le mouvement. Alors, merci tout le monde et je vous embrasse.
et j'espère vous voir le 7 février prochain. Ça sera à ne pas manquer aussi. Merci.